Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine. Nous allons revenir ensemble sur les propositions qui ont été transmises par le Conseil supérieur du notariat au gouvernement pour réformer les donations. Nous allons tout de suite en parler avec Laurence Leguil. Bonjour Laurence Leguil. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat. Le Conseil supérieur du notariat qui a donc transmis fin juillet 9 propositions pour réformer les donations au gouvernement. Avant qu'on les regarde un petit peu dans le détail et qu'on essaye de comprendre comment améliorer ce mécanisme de donation, pourquoi des propositions de réforme? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans les donations telles qu'on les connaît actuellement? C'est tout à fait ça. En fait, on est parti d'un constat un petit peu de ce qui se passait dans nos études. Puisque avec nos 8000 points d'accueil dans toute la France, on a quand même à peu près 25 millions de Français qui viennent nous voir tous les ans dans les Bien sûr, donc avec leurs problématiques propres. Donc on a un vrai ressenti. On peut dire qu'on prend un peu le pouls de l'application des lois et des textes dans nos études avec les citoyens, avec nos concitoyens. Et on s'est rendu compte qu'on faisait peu de donations. On a fait aussi une enquête auprès de toutes les études de France, qu'on a en fait activé un réseau et on leur demandait en fait combien de donations ils faisaient et quelles étaient les caractéristiques des donations. On n'a pas eu de surprise particulièrement sur les résultats, mais on s'est rendu compte qu'il y avait peu de donations qui se faisaient par an, par étude. D'accord. Une moyenne de 30 à peu près par étude. Sur toute la France ? Toute la France. D'accord. Donc, ce qui est peu, en fait, au final, quand on sait que le patrimoine des Français, il est beaucoup en propriété quand même. Donc bien sûr, c'est peu. Et puis, on s'est rendu compte aussi que c'était quand même beaucoup les retraités. On était assez âgés quand on commençait à faire des donations. Et on était même assez âgés quand on commençait à recevoir les donations. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une forme un peu d'enrayement. C'était un peu bien sûr, voilà, sur on va dire, la volonté des Français de vouloir faire des donations. On a constaté que ça ne fonctionnait pas bien, puisqu'en fait, le capital ne circulait pas de manière optimum. D'accord, pas suffisamment rapidement. Ou suffisamment tôt. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas se dire, avant d'aller sur les propositions, que c'est peut-être un problème de pédagogie aussi, et qu'on s'intéresse peut-être trop tard au sujet transmission et succession? Il y a un peu de ça, mais pas que. On se rend compte, quand on reçoit les clients dans les études, qui viennent nous voir pour faire les donations, en fait, leur préoccupation, elle est essentiellement fiscale. D'accord. C'est très drôle, en fait, quand vous avez des parents qui viennent nous voir en disant, voilà, je veux donner à mes enfants, combien j'ai le droit de donner? En fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on veut donner, mis à part l'aspect civil avec les enfants ou autres. Mais il n'y a pas de limite. Mais comme on a des abattements fiscaux qui sont bien sûr plafonnés, le citoyen français, lui, il se dit, je ne peux pas aller au-delà. D'accord. L'abattement fiscal est considéré comme la limite de la donation qu'on peut effectuer. Oui. D'accord. Et donc, ça n'incite pas, en fait, et on s'est rendu compte que la politique fiscale, ce qu'on a aujourd'hui en termes de fiscalité, n'incitait pas particulièrement les Français à donner. Donc, les Français estiment que les donations sont plus encadrées que ce qu'elles ne sont réellement, finalement? Peut-être, en tout cas d'un point de vue fiscal, oui. Et alors, comment on pourrait faciliter les donations dans un contexte en plus où effectivement on vit de plus en plus longtemps? Oui. Parfois, les donations arrivent entre personnes qui ont déjà tous les deux suffisamment, entre générations qui ont déjà suffisamment avancé dans la vie et ne sont pas forcément celles qui ont le plus besoin. Comment est-ce qu'on adapte ces donations à l'heure actuelle? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'adaptation au niveau fiscal, en effet, avec les abattements qui ne sont peut-être pas assez larges ou qui ne sont pas ouverts à toutes les catégories de personnes qui reçoivent. Mm-hmm. On a, par exemple, je vous donne un exemple tout simple, entre enfants et petits-enfants, on n'a pas le même abattement fiscal. Bien sûr, oui. On est un grand-parent, on veut donner non pas à son enfant qui est déjà installé dans la vie, mais à son petit-enfant, et on n'a pas du tout le même abattement. Donc civilement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais fiscalement, c'est resté un petit peu cantonné. Donc ça n'incite pas, puisque très rapidement, on se retrouve avec des patrimoines ou des biens qui sont taxés. Donc les Français sont un peu bloqués. Bien sûr. Et donc il faudrait, par exemple, augmenter cet abattement quand on transmet, quand on saute une génération, par exemple. Une génération. C'est une des propositions qu'on a formulées dans les 9 qu'on a mises dans le rapport sur les propositions. Donc il y avait ça, c'est de pouvoir permettre ce saut de génération aux petits-enfants. Ouais. C'était aussi de rendre une certaine cohérence en fait, aux donations, notamment de sommes d'argent. Le système qui existe aujourd'hui est un système qui est plutôt intéressant, mais qui n'est pas assez ouvert. C'est-à-dire que vous allez avoir le droit de donner à des petits-enfants qui sont majeurs, bien sûr, avec un abattement particulier, mais vos petits-enfants qui sont mineurs n'ont pas le même abattement. D'accord. Donc ça va être compliqué si vous avez un grand-parent, vous avez une grand-mère qui a 6 petits-enfants, dont un seul est majeur. Comment vous allez expliquer qu'il y en a un qui bénéficie d'un abattement différent des autres, alors que finalement on donne la même chose et qu'ils ont tous la qualité de petit enfant? Oui, et puis on peut imaginer effectivement, quand on est dans le cas concret, effectivement, de ce que vous évoquiez tout à l'heure, à partir du moment où le sujet est géré, de ne pas devoir le regérer en fonction des majorités des petits-enfants successivement. On échelonne un petit peu les donations, mais ce n'est pas le souhait des gens qui donnent. Quand les gens viennent nous passer la porte des études pour donner, ils ont décidé de donner maintenant. Bien sûr. Ils ne se revoient pas venir tous les 3-4 ans pour donner à l'un ou à l'autre.
Et donc là, le sujet, ce serait donc d'uniformiser finalement les abattements, que ce soit donc parents ou grands-parents, et en plus en fonction de l'âge des enfants. Les adapter, en tout cas, les rendre un petit peu plus cohérents par rapport surtout à la composition des familles et aux souhaits des grands-parents et des petits-enfants. Alors ça, c'est effectivement pour les sujets intergénérationnels. Parmi les autres propositions de réforme, il y a des sujets fiscaux, évidemment. Oui. Toujours. Alors, il y a plusieurs propositions qui ont été faites, notamment sur une augmentation de certains abattements. Il y a aussi des baisses de fiscalité qu'on propose, qui existaient d'ailleurs avant 2011 sur l'ensemble des biens que l'on pouvait donner. C'est-à-dire, quand vous donniez à un certain âge des biens, notamment en pleine propriété, vous aviez une réduction des droits de mutation que vous payez au moment de la donation. Aujourd'hui, depuis 2011, c'est uniquement réservé aux transmissions d'entreprises. Or, on s'était rendu compte qu'avant 2011, les parents, les grands-parents en profitaient pour donner davantage de biens grâce à cette mesure un peu incitative. Donc le capital était transmis avant le décès. Exactement. Donc, ce serait peut-être bien en effet de réfléchir à ce qu'on revienne un petit peu à ce qui se passait en 2011 pour qu'on rajoute des biens dans ces biens qui sont donnés et qui bénéficient d'une réduction de droits. Et alors pourquoi depuis 2011, effectivement, on a vu un retour en arrière sur ce sujet, si je peux m'exprimer ainsi Ça, c'est le choix de la politique fiscale qui nous appartient pas, mais en tout cas, nous, on est là pour faire remonter un petit peu le ressenti de ce qui se passe dans nos études. Et on sent bien que les donateurs, donc ceux qui donnent, sont un peu gênés Bien sûr. tournure. Et donc ils ne donnent plus, entre guillemets, ils font moins de donations sur... Ils donnent beaucoup moins, oui. En tout cas, soit ils donnent pas du tout, parce qu'ils sont un peu découragés par la fiscalité, ou soit ils donnent moins. Et donc on arrive avec finalement une volonté un petit peu tronquée de ce qui devait être fait au départ. Et c'est un peu frustrant même pour le citoyen. Une autre proposition donc, du Conseil supérieur du notariat, c'est évidemment cet abattement qui existe aujourd'hui en fonction du lien de parenté. Plus on s'éloigne en matière de lien de parenté, plus ça coûte cher, voire très cher de faire une donation. Ah oui, si je veux vous donner quelque chose à vous, par exemple Nicolas, ça coûtera, mais surtout ça coûtera 60% d'impôt sur la valeur du bien que je vous donnerai. Donc, parce que l'administration fiscale touchera plus que la personne à qui on a fait une donation. Oui. Donc ça, c'est la politique fiscale actuelle. Et nous, une des propositions qu'on a formulées, qui est la première, c'est pourquoi pas d'imaginer un abattement qui existerait, qui serait complètement indépendant, un abattement un petit peu seul, qui existerait entre personnes non parentes, qui permettrait de donner un bien en particulier. Et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas donner à quelqu'un qui n'est pas son parent et fiscalement de bénéficier de quelque chose. Sachant que ça rebondit sur une autre des propositions que vous avez faites, c'est les familles recomposées. Où là, pour le coup, sans lien de parenté génétique, on peut avoir des vies passées ensemble et volonté de transmettre, où là, c'est plus compliqué à l'heure actuelle. Plus compliqué que ça. Alors, civilement, c'est pareil, c'est pas complètement parfait, mais alors fiscalement, vous n'avez rien en fait qui vous organise la transmission à vos beaux enfants ou aux enfants que vous avez même élevés en général, parce qu'on sait bien que les familles recomposées aujourd'hui, on en a beaucoup, ça fait partie du paysage français, et elles ne sont pas moins légitimes à recevoir des biens, notamment les enfants. Et donc, si vous voulez donner à un enfant qui n'est pas le vôtre, mais que vous avez élevé, que vous accompagnez dans ses études, il vous en coûtera, pareil, 60% d'impôt pour les droits de mutation. Alors que si on avait une mesure, parce que c'est l'enfant de votre conjoint avec qui vous vivez, avec qui vous avez élevé, bien sûr, ça pourrait inciter aussi à transmettre à des générations un petit peu plus larges. Alors, donc, je pense qu'on a fait le tour des propositions du Conseil supérieur du notariat en matière de fiscalité et notamment de vie familiale. Il y a une proposition également que vous faites, c'est une exonération de droits de mutation pour les rénovations. Alors là, c'est un sujet effectivement qu'on voit, qu'on traite régulièrement dans Smart Patrimoine sur ces montants, effectivement, quand il s'agit de faire de la rénovation énergétique. Qu'est-ce que ça permettrait justement d'avoir cette exonération lorsqu'on fait ces travaux de rénovation ? En fait, c'est ce qui nous est remonté un petit peu du constat qu'on a fait dans les études, c'est que donc, bien sûr, le régime des donations, que ce soit fiscal ou autre, d'ailleurs, n'est plus vraiment adapté aux réalités sociologiques, on l'a vu, mais aussi au mouvement un petit peu de transition auquel on assiste, notamment la transition climatique et énergétique. Et on assiste aussi à des biens qui restent bloqués, des maisons, des appartements, qui ne sont pas rénovés, qui sont mal classés au niveau de la performance énergétique. Vous savez, le bas du tableau en F et G. Bien sûr, et ces biens-là, on ne s'en occupe plus, on ne les donne pas, puisque ça coûte trop cher à rénover et ça peut coûter cher à donner aussi. C'est intéressant parce que on le traite souvent dans l'émission Smart Patrimoine, mais plutôt sur le sujet, ça coûte cher à rénover, mais on n'a pas envie de les vendre non plus, donc on ne sait pas quoi en faire. Mais effectivement, même dans un cadre de succession, c'est presque un cadeau empoisonné que d'aller le donner, que ce soit pour le donateur ou la personne qui va le recevoir. Oui, parce que vous avez déjà peut-être payé donc une fiscalité quand vous l'avez reçu. Et après, il faudra aussi que vous prévoyiez de l'argent pour le rénover. D'accord. Donc déjà, si on avait peut-être justement la disparition de la fiscalité pour l'avoir reçu, vous consacrerez plus d'argent dans la rénovation, vous améliorez l'habitat,
Et vous pouvez après, en effet, soit l'occuper ou le louer. On a émis plusieurs propositions, les contours de la proposition, mais c'est vraiment l'esprit, en fait, de pouvoir inciter les gens à donner des biens pour les rénover. Donc ça veut dire qu'on donnerait le bien mal classé, entre guillemets, classé F ou G, voilà. Et il y aurait une exonération sous réserve, évidemment, rénovation de l'autre côté énergétique du bien. Tout à fait. Ouais. Bon espérons, parce que ça, effectivement, il y a peut-être un certain nombre de propriétaires qui pourraient être intéressés par une proposition comme celle-là. Pareil lorsque l'on veut donner des sociétés, alors là, spécifiquement à vocation écologique, vous proposez d'affiner quelque part ou de faciliter la fiscalité? En fait, la proposition dont vous parlez est un peu complémentaire à la précédente. Donc on est toujours un petit peu dans la transition écologique et l'amélioration énergétique. Là, on était sur des biens immobiliers avant que l'on donnait. Là, on serait plus sur des sommes d'argent que vous pourriez en effet investir dans des sociétés à vocation écologique ou autres aussi. On n'a pas cantonné ça uniquement à vocation écologique, mais c'est pour permettre en effet à ce que l'argent circule et aille dans des domaines où il faut investir. Que le fléchage effectivement vers une transition écologique se fasse aussi par une fiscalité avantageuse en matière de donation. Il y a très rapidement, il nous reste quelques secondes, il y a une proposition dont on n'a pas parlé, c'est la création d'un compte pour financer la dépendance ou la vulnérabilité d'un proche aussi. Voilà. Ça nous paraît important. En fait, c'est une proposition qu'on porte déjà depuis une dizaine d'années. Ça nous paraît important de mettre en place une solidarité familiale. Donc ça permettrait aussi d'aider la personne, ça peut être une personne âgée, une personne vulnérable, par le biais de la famille. C'est-à-dire qu'on va substituer, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup l'État qui s'occupe de la personne en vulnérabilité, et c'est bien que ce soit aussi à la famille de le faire, donc de permettre un cadre avec ce compte familial, on l'a appelé compte familial un petit peu, il fait bien lui trouver un nom, dans lequel on substituerait la solidarité familiale à celle nationale. Et rapidement, Laurence Le Guil, est-ce qu'on a une idée de prise de parole du gouvernement sur le sujet, de réaction à ces propositions, ou pour l'instant, il n'y a pas de calendrier défini? Non, il n'y a pas de calendrier défini. On a envoyé notre rapport. On est à la disposition du gouvernement à ce sujet-là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du bureau du Conseil supérieur du notariat. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.